Je me tiens devant vous aujourd'hui et je ne peux que sentir le poids de l'histoire reposant sur mes épaules, car la relation moderne entre nos deux pays et entre nos deux peuples s'enracine non seulement dans 250 ans d'histoire commune, mais également dans les siècles. Je suis le 19e roi britannique à m'intéresser aux affaires américaines et je me tiens devant vous aujourd'hui avec le plus grand des respects pour le Congrès des États-Unis. Cette citadelle de la démocratie créée pour porter la voix de l'ensemble du peuple américain, pour défendre des droits et des libertés sacrées. Je me tiens dans cette chambre de débat et de délibération auguste et je ne peux que penser à ma défunte mère, la reine Élisabeth, qui, en 1991, a eu l'immense honneur de s'adresser au Parlement ici, sous le regard attentif de la Statue de la Liberté. C'est un jour unique dans la vie de nos pays et j'exprime toute l'amitié du peuple britannique aux représentants du peuple américain. Comme vous le savez, lorsque je parle à mon propre Parlement à Westminster, nous suivons une tradition immémoriale et nous retenons nos parlementaires en otage. Ils sont retenus dans la pièce jusqu'à ce que je sois tranquillement rentré chez moi en sécurité. Nous prenons soin de nos invités, de telle sorte qu'ils n'ont souvent pas envie de quitter la chambre où ils sont retenus. J'ignore, Monsieur le Président, s'il y a des volontaires pour cette expérience aujourd'hui. Mais dans l'histoire, Monsieur le Président, il y a certains motifs, certaines évidences, et dont nous pouvons apprendre pour notre bénéfice mutuel. Avec l'esprit de 1776 en tête, je crois que nous pouvons dire avec beaucoup de certitude que nous ne sommes pas toujours d'accord, du moins au premier regard. Les principes sur lesquels ont été fondés votre Congrès, pas de taxes sans représentation, eh bien, ce principe a été un principe de désaccord, mais également un point commun de compréhension démocratique. Notre partenariat est né d'une dispute, mais il s'est ensuite enraciné dans la concorde. Et c'est sur la base, je crois, de cet exemple que nous pouvons dire que nos pays agissent dans le même esprit to this day. Drawing on these values and traditions, time and again, our two countries have always found ways to come together. And by Jove, Mr. Speaker, when we have found that way to agree, après avoir trouvé des manières de travailler ensemble de cette manière, nous pouvons dire que ce que nous faisons est au service non seulement de nos peuples, mais de tous les peuples. Et je crois que c'est cela qui est l'ingrédient spécial dans notre relation. Le président Trump l'a dit lui-même lors de sa dernière visite au Royaume-Uni, le lien d'identité entre l'Amérique et le Royaume-Uni est extrêmement précieux et il est immortel. Et surtout, il ne saurait être par quiconque brisé. Monsieur le Président, lors de ma première visite à Washington, ce n'est pas ma première visite à Washington, D.C., c'est la 20e. Mais la première en tant que roi du Royaume-Uni et chef du Commonwealth. Charles Dickens parlait en son époque de l'histoire des deux Georgies.
des deux Georges, d'Angleterre et Washington. Le premier, George Washington, et mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, le roi George III, qui lui-même n'a jamais mis le pied sur le sol américain. Je vous assure, mesdames et messieurs, que je ne m'inscris pas dans le cadre d'une action sournoise d'arrière-garde visant à prendre notre revanche. Les pères fondateurs étaient ambitieux et emplis d'imagination au service d'une cause. Il y a 250 ans, ou comme nous le disons au Royaume-Uni, l'autre jour, ils ont déclaré leur indépendance en battant des forces adverses. Ils se sont unis, ils ont uni 13 colonies pour fonder une nation sur la base d'un idéal révolutionnaire, la vie, la liberté et le droit à la poursuite du bonheur. Avec eux, ils ont porté l'héritage des Lumières britanniques aux côtés d'un idéal encore plus ancien, celui de la Common Law britannique et de la Magna Carta. Ces racines sont profondes et elles restent vitales. La Déclaration des droits n'a pas été que la base de notre monarchie constitutionnelle en 1689, mais ces principes ont été également repris dans la Constitution américaine. Ces principes sont encore plus anciens. La Société historique de la Cour suprême américaine a fait une étude. La Magna Carta est citée dans au moins 160 arrêts de la Cour suprême, y compris dans les arrêts portant sur la définition du pouvoir exécutif aux États-Unis d'Amérique. This is the reason why there stands a stone by the River Thames at Runnymede, where Magna Carta was signed in the year 1215. C'est la raison pour laquelle on commémore la signature de la Magna Carta en 1215, un site historique, monument qui a été donné au peuple américain par le Royaume-Uni afin de symboliser notre détermination et notre engagement envers la liberté, engagement commun, et en mémoire du président John Fitzgerald Kennedy. Mesdames et messieurs les parlementaires du Congrès, c'est dans ces murs que cet esprit de liberté et la promesse des pères fondateurs de l'Amérique vit, pas par la volonté d'un seul, mais par la délibération de beaucoup. Vous représentez la mosaïque vivante des États-Unis d'Amérique, dans nos deux pays. C'est notre société libre et diverse qui nous donne notre force collective. Je pense notamment au soutien que nous apportons à ceux qui sont victimes de la vie. Monsieur le Président, pour beaucoup dans ces murs et pour moi-même, la foi chrétienne est un rocher et une grâce quotidienne qui nous guide dans nos vies. Qui nous guide dans notre vie individuelle et collective. J'ai consacré la plus grande partie de ma vie à être impliqué dans
l'œcuménisme et la relation entre les foi, j'ai cherché à comprendre. Et c'est dans la victoire de la lumière sur l'ombre que j'ai trouvé les plus grandes des consolations. Je suis inspiré par le profond respect que les croyants des différentes foi, par le respect que les peuples ayant différentes foi se portent mutuellement. C'est la raison pour laquelle c'est mon espérance, c'est ma prière. J'espère qu'en ces périodes difficiles, en travaillant ensemble et avec nos partenaires internationaux, nous soyons en mesure, de surmonter les épreuves. Je sais que nous sommes encore dans le temps pascal. Et cela renforce mon espérance. C'est la raison pour laquelle je crois de tout mon cœur que l'essence de nos deux pays réside dans une générosité d'esprit, réside dans l'esprit de compassion pour la paix et dans l'intérêt des hommes de toutes les foi et de ceux qui n'en ont aucune. L'alliance que nos pays ont construite au cours des siècles et pour laquelle nous sommes très reconnaissants envers le peuple américain est unique. Cette alliance fait partie de ce que Kissinger appelait la vision unique de Kennedy. Relation transatlantique bâtie sur deux piliers, l'Europe et l'Amérique. Ce partenariat, Monsieur le Président, je le crois, est plus important aujourd'hui. Cette relation est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Le premier souverain britannique à poser le pied sur le sol américain était mon grand-père, le roi George VI. En 1939, avec ma très chère grand-mère, la défunte reine-mère, il s'est rendu aux États-Unis au moment où le fascisme était en pleine ascension en Europe, avant que les États-Unis ne rejoignent notre lutte, avant que nos valeurs communes ne l'emportent. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une nouvelle ère, mais ces valeurs demeurent. C'est une ère qui, par beaucoup d'aspects, est plus volatile et plus dangereuse que le monde qui était celui dans lequel ma mère a pris la parole lorsqu'elle est venue en 1991. Dans cet environnement imprévisible, notre alliance ne peut pas s'en tenir à ce qu'elle a fait par le passé et partir du principe que les engagements passés dureront toujours. Notre partenariat est indispensable et nous n'avons pas le droit d'ignorer tout ce qui nous a soutenus pendant 80 ans. Non, nous devons bien au contraire continuer à développer ce qui nous a unis pendant toutes ces années. Le renouveau. Le renouveau. Le Royaume-Uni comprend que les menaces auxquelles nous faisons face exigent que nous repensions notre défense. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Royaume-Uni a décidé les augmentations dans les dépenses de défense les plus importantes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'ai servi dans la Royal Navy il y a 50 ans, en suivant les traces de mon père et de mon grand-père, le roi George VI, de mon grand-oncle, Lord Mountbatten, et de mon grand-père, le roi George V. Et cette année marque le 25e anniversaire du 11 septembre. Des atrocités qui ont été un traumatisme pour les États-Unis
un attentat During my visit to New York, dont les effets sont my fait wife sentir and dans I le monde will entier. again pay our respects to the victims, Lors de notre visite à New York, nous avons de and nouveau the rendu hommage bravery avec mon shown épouse in the face aux of victimes, terrible loss. à leurs We proches, stood with you then, aux forces de secours. Nous avons été à vos côtés à l'époque, comme nous sommes à vos in côtés solemn aujourd'hui, remembrance of a day en nous that will never souvenant, be forgotten. et en commémorant une journée qui ne doit jamais être oubliée. In the immediate aftermath of 9/11, when Dans NATO les jours qui ont invoked suivi Article le 5, 11 septembre, l'OTAN a évoqué l'article 5 pour la première fois et le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est trouvé uni devant le terrorisme. Nous avons répondu ensemble présents, comme l'ont fait nos peuples depuis un siècle, chacun aux côtés de l'autre pendant les deux guerres mondiales, la guerre froide, l'Afghanistan et toutes les situations qui ont mis en cause notre sécurité. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la Chambre des représentants, cette détermination sans faille doit être là aux côtés de l'Ukraine et de son peuple courageux. Cette détermination est nécessaire pour arriver à une paix juste et durable. Des profondeurs de l'Atlantique jusqu'aux banquises de l'Arctique qui s'épuisent, les forces armées américaines et leurs alliés sont aux côtés de l'OTAN pour assurer leur défense, protéger les intérêts des citoyens, assurer la sécurité des Européens et des Nord-Américains, protéger de nos adversaires. Ces liens de sécurité ont été forgés par des relations qui ne se mesurent non pas en années, mais en décennies. Aujourd'hui, des milliers de militaires américains viennent à la défense de nos familles. Ils sont positionnés sur notre terre au Royaume-Uni, de même que le personnel militaire britannique a été présent avec fierté sur 13 États des États-Unis. Ensemble, nous avons construit des F-35 et nous avons mis en place le programme sous-marin le plus ambitieux de toute l'histoire militaire, AUKUS. Ce programme conjoint se fait en partenariat avec l'Australie, dont je suis le souverain avec grand honneur. Ce n'est pas le sentiment qui nous unit dans ces aventures, c'est parce que ainsi, nous construisons une résilience encore plus forte, partagée pour l'avenir, pour assurer la sécurité de nos concitoyens pour les générations à venir. Nos idéaux communs n'étaient pas simplement ceux de la liberté, de l'égalité, ce sont également les fondements d'une prospérité partagée. L'état de droit, la certitude de règles fiables et prévisibles, un système judiciaire indépendant pour trancher les litiges et pour délivrer une justice impartiale, voilà ce qu'étaient les conditions qui, pendant des siècles, ont assuré la croissance économique sans précédent dans nos deux pays. Et c'est la raison pour laquelle nos gouvernements sont sur le point de conclure de nouveaux accords technologiques, économiques, pour écrire le prochain chapitre de ce que sera notre prospérité future et partagée, veillant à ce que le génie américain et britannique continue de mener le monde. Nos nations conjuguent leurs efforts, leurs talents, leurs ressources pour construire les richesses de demain, notre partenariat notamment dans la fusion nucléaire, dans l'informatique quantique, dans les découvertes de l'intelligence artificielle,
promet de sauver des millions de vies. Et puis, plus généralement, nous marquons les quelques 430 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre nos nations et les quelques 1,7 trillion de dollars d'investissements mutuels qui alimentent l'innovation avec des engagements de part et d'autre de l'Atlantique qui viennent appuyer nos économies respectives. Voilà des fondements solides sur lesquels nous pouvons continuer à nous appuyer pour les prochaines générations qui n'ont pas encore vu le jour. Nos liens dans l'éducation, la recherche, les échanges culturels apportent à nos citoyens, aux futurs dirigeants de nos pays, une nouvelle marge de puissance. Je pense à George Marshall et l'association dont je suis l'un des mécènes sont emblématiques des liens entre nos deux pays. Depuis sa fondation, quelques 2300 bourses d'études ont été ainsi consenties, ouvrant les portes aux Américains de tous les horizons qui peuvent ainsi étudier dans les universités britanniques. Si nous nous tournons maintenant vers les prochaines 250 années, il nous faut réfléchir à ce que sont nos responsabilités partagées de protéger la nature, qui est notre bien le plus précieux et irremplaçable. Bien avant, des millénaires avant l'existence de nos nations, avant la création de frontières, des chaînes de montagnes se sont heurtées pour créer de nouveaux continents. Les miracles de la nature américaine constituent une richesse unique en leur genre et des générations entières d'Américains ont répondu présent à l'appel. Les populations indigènes, les dirigeants des communautés locales, les citoyens ordinaires ont tous œuvré pour protéger la nature, comme l'appelait le président Roosevelt, le patrimoine glorieux de cette terre, cette splendeur sur laquelle tant de sa prospérité a toujours été dépendante. Et puis, à mesure que nous marquons la beauté de cet environnement, notre génération doit savoir comment répondre face au déséquilibre climatique qui viennent mettre en danger tous nos écosystèmes, ces systèmes naturels et qui sont l'économie de la nature. Il ne faut pas oublier que ces écosystèmes étaient la fondation de notre sécurité et de notre prospérité. L'histoire du Royaume-Uni et des États-Unis est au fond une histoire de réconciliation, de renouveau et d'un partenariat remarquable. On pense aux divisions d'il y a 250 ans qui se sont muées en un partenariat, en alliance la plus puissante de toute l'histoire moderne. Et je fais le vœu que nos terres continuent de défendre des valeurs partagées avec nos partenaires en Europe, avec le Commonwealth et dans le monde entier. Et évitons d'entendre le chant des mauvaises sirènes qui nous pousse à nous replier sur nous-mêmes. Monsieur le Président de la Chambre, Mesdames et Messieurs, les paroles américaines sont lourdes de sens. Elles le sont depuis l'indépendance des États-Unis. Les actions de cette grande nation comptent encore plus. Le président Lincoln l'a fort bien compris dans ses réflexions, dans le discours magistral de Gettysburg. Peu importe ce
que l'on dit, nous n'oublierons jamais ce que And nous so to the faisons. United States of America, Eh bien, me tournant vers les États-Unis d'Amérique, 250th à birthday, l'occasion de ce 250e anniversaire, je souhaite que nos deux pays se redédient les uns l'un ou l'autre dans l'intérêt de nos peuples et de tous les peuples de la planète. God bless the United States. Que Dieu bénisse And les God bless États-Unis the United d'Amérique Kingdom. et que Dieu bénisse le Royaume-Uni. Voilà, vous venez d'entendre le discours du roi Charles d'Angleterre devant le Congrès rassemblé aux États-Unis. Un peu plus de 30 minutes. Je vais demander à chacun de nos invités, évidemment, ce qu'il en a pensé. On ira aussi à Washington voir ce que notre correspondante en a pensé. Je voulais juste apporter une indication historique. Le roi a beaucoup parlé de la Magna Carta. Donc on a recherché, c'est la grande charte adoptée en 1215. C'est le premier texte qui définit qu'un roi n'est pas tout puissant et qu'il doit écouter la parole des citoyens de son propre pays. Le texte qui a donné vie un peu plus tard à la Constitution américaine, que je vous ai donc retrouvée. Vous voyez que cette Constitution américaine, qui est donc celle dont nous fêtons les 250 ans, elle tient en une seule page. C'est ceci de particulier et elle commence par dire, par se méfier des pouvoirs tout-puissants. Dans ce que l'on a entendu, il y avait probablement en souterrain une critique de la toute-puissance revendiquée par Donald Trump. Mais sur ce, je laisse la parole à nos experts qui vont nous dire ce qu'ils en ont retenu. On commence avec vous, Hugues, si vous voulez bien. Alors, effectivement, donc, au-delà du message de fraternité, d'amitié, de lien unique qui unit donc ces deux pays depuis près de 250 ans, il y a eu effectivement un certain nombre de messages, on va dire subliminaux, plus ou moins subliminaux, sur la façon dont Donald Trump mène le pays, la façon dont il conçoit le pouvoir. Il y a plusieurs exemples. Sur l'OTAN, par exemple, on ne peut pas se reposer sur les réussites passées. Il a souligné le fait que plus que jamais, l'Europe et les États-Unis devaient œuvrer ensemble. Il a longtemps insisté effectivement sur cette relation États-Unis-Europe qui est très importante. Donc c'est une première pierre, on va dire, dans le jardin de Donald Trump. Il y en a une autre aussi, mais qui n'étonne pas de la part du roi Charles. C'est aussi son attrait pour la protection de la nature, pour l'environnement. Le roi Charles est très sensible à cette cause et évidemment, il arrive sur des terres que Donald Trump rejette régulièrement. Et puis enfin, donc toujours sur ce domaine du TAC, vous avez cité la Magna Carta, mais il y a aussi cette volonté de rappeler que tout cela, bien, on doit respecter l'état de droit, la justice impartiale, etc., etc. Autant de notions qui sont régulièrement malmenées par le président américain. Romuald, vous piaffez d'impatience. Romuald. C'est Chiara, celui qui ressemble à Michel Foucault. C'est pas moi. Moi, j'ai exactement ce que vous avez identifié, Hugues. Justice impartiale, prédictabilité. Et Magna Carta, c'est la limitation des pouvoirs de l'exécutif. C'est même pas subliminal, c'est une attaque. Pas une attaque frontale, mais je suis pas convaincu que Donald Trump apprécie énormément ce genre de... Mais en même temps, je le trouve très attachant. C'est un Britannique, il a un humour pince sans rire. Il est drôle, il est vieux, mais il est drôle. Et donc, en plus, il a mentionné l'Ukraine. Il n'a pas parlé du Moyen-Orient. Mais il a dit qu'il était absolument nécessaire de défendre l'Ukraine et que notre partenariat entre l'Amérique du Nord et l'Europe était plus importante que jamais. Donc je pense que c'est un très très beau discours. Moi personnellement, il m'a vraiment impressionné, agréablement surpris.